Bonjour Anne-Laure Schmitt. Bonjour Lila. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. Merci à vous de nous recevoir. Alors, ce sera un format un petit peu différent du format habituel parce que l'idée, c'est de parler de votre parcours et aussi de quelques mesures phares, de quelques sujets qui m'intéressent plus particulièrement avec une casquette plus de bâtonnière. Mais avant ça, revenons sur votre parcours. Donc, vous êtes avocate, si je comprends bien, en droit de la famille et en droit du travail. Alors, j'ai commencé en Vous droit de avez la famille et commencé droit comme du ça. travail et je me suis ensuite spécialisée en droit du travail uniquement. Donc, aujourd'hui, exclusivement du droit du travail. Exclusivement droit du travail et aussi RCP d'avocat, mais c'est une activité accessoire. Ok, mais du coup, ça veut dire que vous avez aussi une vision sur globalement qu'est-ce qui se passe quand les avocats ont un sujet de responsabilité qui est engagé avec les arcanes de ce type de contentieux. Vous avez prêté, alors juste en droit du travail, relations individuelles, collectives, les deux. Collective, et je suis côté employeur comme côté salarié. Comme côté salarié. Et je tiens à le garder parce que je trouve qu'on a une meilleure vision, une meilleure stratégie quand on est des deux côtés. On anticipe mieux les besoins des uns et des autres en étant chaque fois d'un côté. Ok, il y a des secteurs d'activité particuliers dans lesquels vous intervenez ou c'est toute convention collective, comme on dit? Toute convention collective. Alors, j'ai beaucoup de restauration, beaucoup de transport aussi, un peu de logistique. Mais bon, globalement, je balaye un peu tout. Ok. Vous avez prêté serment en 2012. 2011. 2011. Toute fin 2011. Toute fin 2011. Donc, première collaboration. Et j'ai l'impression, seule collaboration, non? Oui, une courte collaboration. Une courte collaboration, c'est ce que j'ai vu, qui a duré 1 an et demi. Et ensuite, vous vous êtes installé. Exactement. Vous faites partie de cette... c'est pas une génération, mais en tout cas de ces avocats qui se sont rapidement installés pour créer leur cabinet. Qu'est-ce qui a suscité cette installation rapide? Et j'ai envie de dire, comment s'est passée aussi cette collaboration? Est-ce qu'il y a un lien entre l'installation rapide et la collaboration? Enfin, voilà, si on peut revenir sur cet épisode. Un peu. J'ai toujours eu une volonté de m'installer rapidement, parce que je suis quelqu'un d'assez indépendant. Mais je voulais évidemment passer par une première collaboration, pas me jeter dans le vide tout de suite. J'ai fait une première collaboration d'un an et demi où j'étais assez autonome sur les dossiers qu'on me donnait à traiter. Et c'est une collaboration qui ne s'est pas très bien terminée. J'ai été accompagnée à ce moment-là par SOS Collaborateurs, qui est la cellule de l'ordre de l'UJA, qui accompagne des collaborateurs devant les instances ordinales. Je vous en parlerai après, c'est ce qui a un peu motivé mon engagement. Et je m'apprêtais à chercher une autre collaboration et j'ai rencontré un confrère qui m'a dit non, toi, tu t'installes, je te prends pas comme collaboratrice, mais en revanche, je te fais un bureau à un tarif imbattable et tu t'installes parce qu'il faut que tu t'installes. Et donc, il m'a vraiment donné, il m'a poussé, il m'a donné la motivation, enfin, il m'a donné le petit bout de motivation qui me manquait, le lien, voilà, la confiance en moi pour le faire. Et donc, je me suis jetée dans le bain et j'ai jamais regretté parce que c'est le meilleur move que j'ai fait. Qu'est-ce qui fait que cette collaboration s'est mal terminée comment est-ce que SOS Collaborateur vous a aidé? Et voilà, vous dites ça a été aussi pour moi une motivation pour m'engager derrière pour la profession. Et voilà, si on revient un petit peu sur tout ça, en fait, retour d'expérience et derrière l'écho dans votre engagement pour la profession. Alors, ce qui fait que ça s'est mal terminé, on a un problème dans notre profession, c'est qu'on n'est pas du tout formé au management. Et c'est un constat qu'on fait depuis longtemps et auquel on ne remédie pas vraiment. C'est aussi au cœur de notre programme. Pardonnez-moi. Trop d'humain, trop d'affect. Dans cette collaboration, j'avais une collaborante qui voulait très rapidement m'associer, etc. Donc, qui poussait un petit peu. Et moi, je n'étais pas forcément prête à m'associer ou pas la volonté de m'associer. Et quand j'ai annoncé que je n'avais pas envie de m'associer avec elle, en tout cas pas tout de suite, elle a assez mal pris. Et je pense que, alors je ne voudrais pas parler pour elle, mais je pense que c'est ce qui a tendu nos relations. Et comme quand on travaille avec beaucoup d'affect et qu'on n'a pas la distance nécessaire, on vit ça un peu comme une séparation ou comme une trahison. Et ça a vraiment nuit à notre relation et ça s'est terminé de façon un peu brutale. Et moi, j'étais un peu désemparée parce qu'elle a mis fin à ma collaboration en invoquant un manquement grave, flagrant des règles déontologiques
qui était inexistant. Histoire de ne pas avoir à payer le préavis. payer le préavis. Et en fait, SOS Collaborateur m'a accompagnée. C'est Léonore Boquillon qui m'a défendue devant les instances ordinales, qui m'a aidée à obtenir gain de cause. Et j'ai trouvé ça génial, en fait, qu'il y ait des confrères qui s'engagent auprès de collaborateurs pro bono. Ça demande beaucoup de temps de passer devant les instances ordinales. Et j'ai eu envie de rendre l'appareil. Et donc, je me suis présentée à l'élection à la commission permanente de l'UJA. Et je suis restée pendant 3 ans à la commission permanente de l'UJA pour pouvoir intégrer cette cellule SOS Collaborateurs. Et j'ai accompagné des collaborateurs devant la commission difficulté d'exercice en collaboration, en arbitrage. Et voilà, ça m'a donné le goût pour les choses ordinales. Alors moi, j'ai une grande question sur ce sujet, parce qu'en fait, comme beaucoup de choses sont conciliées et transigées, et finalement, il y a peu de jurisprudence disponible et accessible. Et je me demandais si, donc votre retour d'expérience à la fois personnelle, mais aussi d'experte, puisque ensuite vous avez accompagné des avocats dans le cadre de difficultés dans ces procédures. Est-ce qu'il y a des systèmes de dommages et intérêts, en plus d'un rétablissement, on va dire, typiquement en l'état, on ne voulait pas vous payer votre préavis, globalement, injonction à payer le préavis, et c'est comme ça. Est-ce qu'en plus de ça, il y a un équivalent d'article 700 ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Là, Ouais. vous avez été accompagné pro bono, mais vous auriez aussi pu prendre un avocat comme n'importe quel justiciable. Est-ce qu'il y a des dommages et intérêts pour le préjudice subi autre que le rétablissement du droit ? Enfin, je suis très curieuse d'avoir votre regard d'experte là-dessus. Oui, en fait, il y a tout. Donc, il y a le délai de prévenance pour lequel on obtient une indemnité, en tout cas son paiement. Mais il y a effectivement des dommages-intérêts. Il y a des dommages-intérêts pour un préjudice moral, pour une rupture brutale. Il y a évidemment un article 700 aussi. Le bâtonnier, en tout cas le délégué du bâtonnier qui arbitre le litige, fait comme ferait une juridiction avec tout un tas de postes de préjudice qui peuvent être indemnisés. Des rappels de rétrocession d'honoraires qui n'auraient pas été réglés, des primes qui n'auraient pas été réglées. Donc tout ce qui va être contractuel et aussi tout ce qui va être indemnitaire. Ok, ça je savais pas, et c'est chouette de l'apprendre. Vous qui faites du droit du travail en parallèle, est-ce que vous trouvez que c'est, on va dire, équivalent ? Est-ce que, que ce type d'indemnité, c'est assez aligné avec ce qui se pratique en juridiction, ou est-ce qu'on en est écarté ? C'est vrai que c'est intéressant que vous ayez la double casquette. C'est pas. Et puis moi, j'ai fait aussi, après, j'étais secrétaire de la commission de difficulté d'exercice en collaboration, et j'ai aussi fait de l'arbitrage. Donc, mon expérience de travailliste m'a amené à arbitrer un peu comme le ferait une juridiction. C'est assez variable, c'est vraiment au cas d'espèce. Il n'y a pas de barème, c'est pas encadré, donc on va vraiment. Et puis, comme on est avocat, on va vraiment apprécier le préjudice à sa juste valeur. Mais il n'y a pas de linéarité, il n'y a pas d'encadrement des condamnations. Il y a vraiment une appréciation au cas par cas. Donc, ce n'est pas vraiment comparable avec des juridictions sociales où on a à peu près une jurisprudence, on sait à peu près ce qu'on va pouvoir obtenir. C'est plus des cas d'espèce. Et vous pensez que ça manque, ça ? De pouvoir s'appuyer sur une forme de jurisprudence, une recherche d'harmonisation dans ce type de pratique ? Je sais pas. Moi, ce que je regrette devant les juridictions sociales, c'est qu'on n'apprécie pas plus justement le préjudice de chacun au cas par cas, parce que cette histoire de barème qui a été mise en œuvre sur les ruptures de contrat, effectivement, ça a harmonisé, ça a permis une sécurité juridique dans les entreprises, mais juste à l'ancienneté, on a vraiment on peut avoir un préjudice immense à 50 ans, moins à 30 ans. L'ancienneté, pour moi, ça ne caractérise pas vraiment le préjudice, et je n'ai pas envie qu'on arrive à un encadrement comme ça. La qualité de l'arbitrage, c'est justement qu'on apprécie réellement le préjudice dans son ensemble et à sa juste valeur. Donc, je ne suis pas forcément favorable à quelque chose de très encadré, avec une jurisprudence bien établie. Voilà, vous avez été victime de harcèlement moral, vous aurez 5 000 € et pas plus, parce que c'est la jurisprudence de l'ordre. Je pense que c'est bien d'avoir cette liberté d'apprécier le préjudice à sa juste valeur. Ok. On viendra sur des sujets de collaboration après. Avant, j'aimerais reconnecter les wagons avec votre parcours. Donc, vous vous installez très jeune, après un épisode en plus difficile, mais avec ce confrère qui vous y encourage et qui vous ouvre
des locaux pour pas cher, le temps que vous installiez. Comment se passe votre développement? Et d'ailleurs, ça m'intéresse aussi de comprendre, vous disiez que dans votre précédent cabinet, il y avait des propositions d'associations qui sont Mmh. arrivées très vite. Est-ce que c'est parce que vous avez très vite développé du chiffre, enfin des clients perso, Mmh. que le cabinet l'a vu et qui s'est dit: «Tiens, il faut qu'on capte ça»? Est-ce que c'est plus parce qu'ils ont vu une posture et un potentiel? Parce que dans un cas, on peut se dire que du coup, vous aviez déjà commencé à vous créer une Mmh. clientèle et que vous l'avez maintenue et ensuite développée en vous installant. Et dans l'autre, c'est plus, on va dire, un potentiel voilà, une posture, une attitude qui inspire cette position. Mais voilà, qu'est-ce qui... Alors, je ne sais pas ce qui avait poussé ma collaborante à vouloir m'associer tout de suite. Elle me l'a proposé très vite, hein. Ça devait faire un mois que j'étais Ah ouais, mais c'est en vraiment... collaboration. C'était un peu surprenant. J'avais pas vraiment de clientèle perso quand j'ai commencé. J'avais des contacts, hein. J'ai un réseau assez important. Mais ça, c'est lié à mes jeunes années où je suis beaucoup sortie et j'ai rencontré énormément de monde. Et finalement, voilà, d'avoir fait un peu la fête et travaillé. J'ai bossé dans la restauration. Pendant mes études, j'ai toujours fait tout un tas de petits jobs qui m'ont amené à rencontrer plein de gens. Et puis, je suis plutôt très sociable. Mais j'avais pas à proprement parler de beaucoup de dossiers perso. En revanche, j'étais très autonome très rapidement parce que j'ai fait des stages pendant mes 3 dernières années d'études en cabinet. Et très rapidement, je savais conclure dans un dossier, prendre un dossier, l'appréhender entièrement et rédiger assez vite. Et donc, je pense que c'est plutôt ça, le fait que je sois autonome et qu'elle n'ait pas besoin de vérifier derrière moi si mes conclusions étaient correctes ou pas. Donc, je pense que c'est plus ça qui le motivait. Et Donc, puis, vous vous installez sans client, réellement, avec un avec un peu... réseau, Ouais. mais sans... voilà, vous n'aviez pas un chiffre d'affaires un peu stable Hmm. qui s'installait. Comment ça se passe? Comment vous vous y prenez pour développer votre activité? Alors déjà, j'emprunte un peu d'argent pour pouvoir m'installer, pour Ouais. avoir 3 mois pour voir venir, d'autant que j'avais pas, j'avais pas été payé mon préavis, donc j'avais besoin d'avoir un peu de trésorerie. Et puis, en fait, j'avais quelques dossiers, je devais avoir 5-6 dossiers perso quand je me suis installée. On parle d'appel d'air au moment de l'installation. Et je l'ai vraiment ressenti, en fait, le fait de m'installer. Quand on est collaborateur, je pense que dans l'esprit des gens, on n'est pas dispo pour s'occuper de leurs dossiers. Et à partir du moment où j'ai posé ma plaque, j'ai eu tout un tas de connaissances qui m'ont appelé pour un divorce, pour un licenciement. Et puis ensuite, c'est vraiment le bouche à oreille qui m'a fait développer ma clientèle. J'ai pas eu le sentiment d'avoir besoin d'aller chercher des dossiers. C'est vraiment la satisfaction des clients qui m'en ont envoyé d'autres. Et ça s'est toujours passé comme ça. Et puis après, les rencontres avec des confrères aussi, parce que les confrères sont de gros prescripteurs de dossiers. Donc des confrères m'ont envoyé aussi leur droit de la famille, leur droit du travail. Et c'est comme ça que ça s'est construit. Donc, pas de, je sais pas moi, de carte de vœux envoyée au bon moment parce que c'est l'installation et donc on se dit: «Allez, c'est le moment de faire ce genre d'initiative» ou de petits Mmh. messages pour dire, enfin, voilà, des démarches qui semblent ne pas être des démarches de Mmh. développement, mais qui, en fait, en sont. C'est juste que, Ouais. c'est tellement, entre guillemets, «le b.a.-ba» qu'on en oublie Mmh. que le développement d'une activité, c'est aussi ça. Vous avez vraiment eu l'impression de ce côté, voilà, appel d'air, comme vous Mmh. dites, ou par une forme de magie de l'installation, Mmh. au moment où vous avez été entièrement disponible pour uniquement votre cabinet à vous, Exact. les dossiers sont arrivés. Ouais, j'ai communiqué, j'avais dû mettre sur Facebook Quand même. que je montais mon cabinet avec un petit site internet que j'avais fait moi-même. Et puis après, bon, c'est dans mon entourage, comme toujours, moi, je sors beaucoup, je rencontre beaucoup de monde. Je vais, je- le bouche à oreille s'est fait aussi dans mon milieu amical et puis dans tous les dîners où j'allais, je disais que je m'étais installée. Et oui, je pense que c'est comme ça que ça a fonctionné. Et vous dites au début droit de la famille et droit du travail, et puis ensuite vous avez recentré votre activité sur le droit du travail. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que vous avez repositionné tout ça autour d'une seule expertise? Alors déjà, j'avais une activité qui était plus croissante en droit du travail. Bon, j'avais toujours une grosse activité en droit de la famille, mais je crois que j'ai eu une forme de lassitude avec le droit de la famille, qui est un droit assez ingrat, avec en fait, une clientèle qui est jamais vraiment satisfaite parce que en droit du travail, on gagne. Voilà, on gagne pas forcément tout ce qu'on demande, mais il y a une vraie décision, on gagne. En droit de la famille, c'est plus gris. C'est pas noir ou blanc. On va gagner sur la garde et puis moins sur le financier, etc. Et donc, il y a toujours une forme d'insatisfaction des clients qui sont... Voilà.
Et puis très prenant. J'avais pas envie de continuer à être dérangée le week-end parce que monsieur a pas rapporté le doudou, etc. Sur des sujets qui étaient pas très graves, je voyais des choses très très graves avec des clients très discrets, et puis d'autres clients qui avaient des problèmes qui n'étaient pas très graves et qu'ils auraient pu résoudre simplement en discutant, et qui étaient au contraire, eux, beaucoup plus présents dans mon activité. Et voilà, j'avais un peu perdu la foi. J'avais plus la motivation pour ces dossiers-là. Et puis, je me suis associée avec une amie à ce moment-là qui faisait du droit de la famille. Et j'étais contente de passer la main sur mon droit de la famille. Donc maintenant, après, je vais envoyer toute ma clientèle et tous les dossiers sur qu'on les m'envoyait problématiques sur les auprès de la problématiques famille. Ouais. familiales. Ouais. Et vous, dans ce développement individuel, est-ce qu'à un moment, vous avez recruté ou est-ce que vous avez été vraiment solo pendant plusieurs années? Comment est-ce que ça s'est développé? Alors, j'ai toujours été solo. J'ai eu quelques stagiaires. J'ai un peu de mal à déléguer. Je suis toujours solo, là. Parce que Et il y a eu une changé. phase avec collaborateur ou Non, non, jamais? j'ai jamais eu de collaborateur. Ok. J'ai toujours. Alors après, j'ai fait travailler des confrères pour m'aider dans les périodes de surcharge, mais j'ai une chance, c'est que je travaille assez vite, donc j'abats une grosse quantité de travail, et pas ressenti le besoin d'avoir un collaborateur. Pendant mes années au Conseil de l'Ordre, oui, j'aurais pu, parce que je travaille beaucoup. Au Conseil de l'Ordre, ça nous prend 30 à 50% de notre temps, donc je travaillais 2 fois plus. Mais bon, voilà, ça s'est pas fait tout de suite. Là, si je suis élue au bâtonnat, il va me falloir un collaborateur, mais Pas l'envie, pas le... Enfin, ouais, qu'est-ce que... l'envie, oui, parce que c'est sympa de travailler avec quelqu'un et puis de transmettre. J'aime beaucoup transmettre. Je le fais avec pas mal de stagiaires, mais pas la nécessité. En tout cas, j'ai pas ressenti la nécessité d'avoir un collaborateur. Je considère que si j'ai la capacité de faire le travail, j'ai pas besoin de le déléguer. Et donc, au bout de quelques années, vous vous associez, vous dites? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez recherché dans l'association? Présenter, avoir une offre plus diversifiée pour nos clients. En fait, ma première association, c'était une association de copains. Ma première associée, c'était mon amie Géraldine Vallat, avec qui j'étais à l'EFB. On a toujours envisagé de s'associer toutes les deux. Elle faisait du pénal. Voilà, donc on a commencé toutes les deux pour développer ensemble, parce que on développe mieux quand on est plusieurs. Et puis après, on a intégré Cyrielle Duflou et Benjamin Roche en droit de la famille, en droit immobilier, avec la volonté de créer une jolie boutique avec une offre assez diversifiée pour un développement de clientèle. Avec plusieurs matières, c'est plus facile de s'envoyer des dossiers, et puis pour présenter un cabinet un peu structuré aussi. Ouais. Comment vous avez vécu cette association? Comment vous avez vécu l'association? C'est un super moment. Alors après, je sais pas, on vit sûrement les associations différemment suivant les configurations. Voilà. Moi, nous, c'est un cabinet de copains que j'ai quitté très récemment pour en rejoindre un autre, mais ce que j'ai mis en stand-by avec la campagne au bâtonnat. Sont que des super souvenirs, mais parce que c'était un cabinet de potes en réalité. Donc, le sourire en arrivant le matin, le plaisir de se retrouver, de développer ensemble, d'aller chercher de nouveaux marchés. C'était assez excitant et assez génial de le faire entre amis. Vous avez, enfin, ce que vous prociez sur le côté, c'est plus simple de développer à plusieurs, pouvoir se positionner sur des nouveaux marchés et tout. C'est quelque chose qu'ensuite vous avez pu constater. Enfin, je veux dire que ça s'est confirmé, ça s'est confirmé que cette structure s'y prêtait mieux. Oui. Quand on affiche un cabinet structuré, les clients ont plus confiance qu'avec un cabinet individuel. Donc oui, on a tous beaucoup développé notre clientèle pendant cette association. Après, le modèle marchait un petit peu moins à la fin parce que pas forcément sollicité sur les matières des autres. Donc, on avait tendance à s'envoyer moins de dossiers les uns les autres. Et c'est pour ça qu'on a arrêté pour envisager un autre horizon. Parce que vos positionnements respectifs avaient évolué, la clientèle de chacun avait évolué, donc les synergies qu'il y avait au début étaient moins présentes après. Ouais. Et donc là, vous avez un nouveau projet d'association, mais qui est en stand-by, j'imagine, du fait de votre campagne au bâtonnat.
Et sans évidemment trahir le secret sur ce projet d'association, euh, est-ce que, vous, qu'est-ce qui a changé dans votre positionnement vers une nouvelle association? C'est-à-dire, est-ce que vous dites la première association, c'était un cabinet de copains, Mm. donc il y avait des synergies, etc. Mais vous avez beaucoup insisté sur le côté, ben voilà, on était des copains, on s'entendait, on pouvait se Mm. passer des dossiers, mais voilà. Est-ce que là, c'est une association qui est un peu dans ce même esprit, aussi avec des copains? Est-ce que c'est plus professionnel avec Mm. des gens avec qui vous vous entendez bien, mais Mm. c'est dans l'autre sens, on va Mm. dire? Qu'est-ce que votre regard sur cette aventure à venir, à, on va dire, plus ou moins court terme en fonction Ouais. des résultats des élections? En fait, c'est plus business. C'est-à-dire que j'ai constaté la limite du cabinet de copains où on ne s'est pas associé en fonction de nos matières respectives, mais en fonction de nos affinités. Et j'avais la volonté d'aller vers un cabinet un peu plus affairiste pour pouvoir développer le droit social. J'ai- on avait du mal à développer le droit social avec un avocat en droit de la famille, un avocat en droit immobilier, un avocat en droit pénal. Le cabinet que j'envisage de rejoindre est plus affaire avec du droit commercial, du droit des sociétés. Voilà. Donc, une plus forte propension au développement de la clientèle dans ce cabinet. Ok. Euh, Vous avez ensuite été membre du Conseil de l'Ordre, enfin, Mhm. pendant ce temps-là, Pendant. été membre du Conseil de l'Ordre. 2017, c'est ça? Oui. Dans quoi est-ce que vous vous êtes investi au Conseil de l'Ordre? Puisque, voilà, globalement, vous êtes les bras droits des Mhm. bâtonniers, enfin du bâtonnier ou de la bâtonnière en place, pour aider à l'administration de l'ordre au quotidien. Mhm. Vous évoquez le fait que vous avez travaillé à la DEC et dans l'arbitrage des différends. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vous vous êtes particulièrement investi? Ouais. Alors, j'étais secrétaire de la commission difficulté d'exercice en Ouais. collaboration parce que JITNES, c'est une commission que je connaissais bien. Et puis, j'ai été à la secrétaire de la commission publicité aussi, qui est une commission dans laquelle Benoît, mon colistier et moi, on s'est succédé voilà, parce qu'on avait envie de faire un peu bouger les choses en matière de publicité, en tout cas de modernisation de la publicité. Et puis, à la commission de l'exercice aussi, qui est encore une commission, on peut faire pas mal bouger les choses sur les nouveaux modes d'exercice, etc. Je me suis particulièrement occupée du sujet du domicile professionnel, où j'avais fait un rapport, on a refondu le RIBP pour assouplir le domicile professionnel en permettant notamment la domiciliation. Dans les coworking? Voilà, exactement. Enfin, voilà, on a refondu tout ça pour rendre ça plus souple, en tout cas plus adapté au nomadisme des avocats. Et puis ça permet aussi la domiciliation de s'installer plus facilement. Voilà, on voulait rendre les choses un peu plus fluides et faciles. Et puis je me suis occupée d'un rapport sur les crèches aussi. C'est Marie Méperon qui m'avait demandé ça, où j'étais allée interroger plusieurs acteurs. Et j'avais négocié un partenariat avec un organisme de crèche qui a des crèches dans Paris et partout en Île-de-France pour pouvoir avoir des solutions d'accueil d'urgence quand le mode de garde habituel est défaillant. J'étais allée au bout, j'avais négocié le partenariat, on avait tout. Et ça n'a pas été évoqué en commission des finances, on n'a pas pu conclure. Non. Ouais, Qu'est-ce qui s'est c'était un passé? peu rageant. J'ai jamais su. J'ai insisté un peu et puis bon, on m'a jamais donné d'explication. Je pense que c'était peut-être plus une priorité. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je remettrai sur la table si je suis élue, évidemment, parce que le partenariat était génial et ça permettait d'aller dans les cabinets, leur expliquer qu'on pouvait avoir des places en crèche sans difficulté dès lors qu'on avait un salarié avec les crédits d'impôt, etc. Enfin, tout était assez simple à mettre en œuvre et puis ça permettait aussi d'offrir aux confrères qui ont pas de place en crèche ou qui ont juste un mode de garde avec une nounou qui est malade, d'avoir en urgence pour un lendemain, pour une audience, une crèche qui vous prend le petit. C'était plutôt pas mal. Mais bon, ce sera à retravailler. Et vous disiez donc dans la configuration que vous aviez négociée à l'époque, hein, donc c'est pas du tout un engagement pour l'avenir, mais en tout cas Mmh. c'est une première éprouvette quand même assez concrète que vous avez pu pousser. Dès lors qu'un cabinet avait un salarié, mais ça pouvait aussi fonctionner pour des collaborateurs libéraux. Exactement. Donc il suffit d'avoir une assistante salariée Ouais. pour pouvoir ouvrir l'accès à des collaborateurs libéraux par Ouais. an du dispositif Mmh. d'accueil en crèche Ouais. dans des conditions d'urgence, si je comprends bien. Alors non, pour des berceaux, tout Pour court. des berceaux tout Ça court. ouvre. Et en plus, Ouais.
Ok. Ça ouvrait toutes les aides, ce qui était plutôt bien. Et ça bénéficiait à partir du moment où c'était ouvert aux salariés, aux collaborateurs et même aux associés. Ok. Bon, j'imagine que ce travail n'a pas complètement disparu et que si Non, non, jamais bah, vous êtes ça élu, c'est ça quelque peut chose que vous facilement pourrez être remis rapidement. en œuvre. Le partenariat, je ne sais pas, parce que ça date un petit peu, mais on Oui. peut envisager ça avec un autre organisme de crèche, il n'y a pas de difficulté. Et donc, vous dites commission enfin, l'ADEC, donc Mhm. règlement des difficultés en collaboration, la commission des modes d'exercice. Donc, c'est par la commission des modes d'exercice que vous avez notamment joué sur les sujets de Oui. domiciliation et que vous avez travaillé sur ce projet de partenariat avec les crèches. Mhm. Et en troisième lieu, les sujets de communication, Publicité. publicité, communication. Et là-dessus, effectivement, vous, dans votre vidéo de campagne, vous insistez sur le fait qu'il faut aider les avocats à faire la promotion de leur activité, Mhm. avoir une approche plus souple et plus moderne. Voilà, moi, j'avoue que je vous rejoins sur le fait qu'aujourd'hui, être avocat, c'est presque un désavantage concurrentiel. Enfin, je veux dire, si on enlève le sujet de l'assurance, mais qui en fait touche assez, enfin, dont finalement une catégorie assez restreinte d'acteurs voit ça comme un réel avantage Mhm. concurrentiel et tous les autres, voilà, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. C'est pas du tout ce qui touche Mhm. c'est pas du tout le discours marketing qui les touche. Et voilà, et à côté de ça, la déontologie est, en tout cas, perçue comme par les avocats comme étant plutôt un frein à avoir des actions de promotion de leur activité sur le même, enfin, voilà, au même niveau et de la même efficacité que des acteurs hors profession d'avocat. Mhm. Euh, Vous, qu'est-ce que vous avez pu déjà constater comme difficulté, comme reproche qui était fait aux confrères quand vous travaillez sur ce sujet à l'ordre, que vous trouviez peut-être justement soit injustifié, soit exagéré ou quoi au caisse. Et quelles sont à la fois les pratiques sur lesquelles vous pensez qu'il faut être intransigeant et celles où vous pensez qu'il faut, pour le coup, s'assouplir. Mhm. Est-ce qu'il y a vous avez des exemples concrets en tête? Ouais. Alors effectivement, nous, le constat, c'est qu'on est sur un marché hyper concurrentiel aujourd'hui, avec des acteurs non avocats qui empiètent sur le marché du droit, et qu'il faut absolument qu'on montre qu'on offre des garanties, qu'on est les seuls à offrir à nos clients. Et ça, pour le faire connaître, il n'y a que la publicité pour le faire savoir. Donc il y a la publicité des cabinets, il y a aussi, je voudrais vraiment une communication efficace et percutante de l'ordre sur nos avantages concurrentiels, mais ce n'est pas la question que vous me posez. Sur la publicité, quand j'étais à la commission publicité, il y avait une doctrine assez rigide sur les sites internet, par exemple, où, où on ne pouvait pas mettre qu'on était expert dans tel domaine si on n'avait pas le certificat de spécialisation. Voilà. Donc c'était une doctrine que j'étais contrainte d'appliquer et ça me rendait malade parce que j'expliquais, je me souviens d'une réunion avec un confrère qui me dit, mais quand même, expert, c'est pas non plus, c'est pas spécialiste, ça veut pas être... Et, et j'étais obligée de lui expliquer que non, on pouvait pas mettre expert et que c'était comme ça. Et je trouvais ça complètement grotesque parce que quand ça fait 20 ans qu'on pratique une matière, on peut considérer effectivement qu'on est expert en la matière. Donc ça, évidemment, il faut le permettre sur les sites internet, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt toléré. Et puis, J'ai un exemple récent ah oui, ouais, dans mon entourage où le ouais. mot expertise a fait grincer pas mal de dents. Ouais, bon, donc c'est qu'on a toujours un problème à ce sujet-là, donc faut quand même permettre de libérer un peu ça. Et puis sur la publicité, il y a une interprétation qui est tellement euh, restrictive de la publicité, enfin en tout cas des règles qui entourent la publicité, que, enfin, par exemple, on a le droit de faire de la publicité, mais il ne faut pas qu'elle soit laudative. Donc moi je veux bien, mais la publicité, c'est par essence laudatif. C'est-à-dire que si on fait de la publicité pour dire, ouais, mon cabinet, il est pas mal, je ne peux pas vous dire qu'on est les meilleurs, mais on est pas mal, ça a une portée quand même assez limitée. Donc évidemment, il faut rester dans un cadre déontologique. Ça ne veut pas dire qu'on va tout autoriser, mais permettre en tout cas de faire une publicité efficace quand nos concurrents directs, eux, n'ont aucune règle et font absolument ce qu'ils veulent. Dire que moi, je vais mieux rédiger une lettre de licenciement qu'un comptable, je considère qu'on peut le faire et c'est pas déloyal. Voilà. Il faut avoir une approche un peu moderne de la publicité. Après, ça autorise pas toutes les dérives qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et qui nuisent très fortement à l'image de la profession. Il faut aussi savoir, c'est pas parce qu'on modernise d'un côté qu'on peut pas être ferme sur les mauvais comportements. Et on veut absolument être ferme sur les mauvais comportements.
qui nuisent à l'image de la profession. Les confrères qui vont parler sur un plateau télé d'un dossier en cours en piétinant le secret ou le secret pro ou le secret de l'instruction. Des exemples de confrères ou consoeurs qui tiennent des propos complètement indignes de notre profession sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé. Ça, il faut être ferme sur ces comportements-là. Mais ferme sur ces comportements-là, mais surtout en amont, pour éviter ces dérives-là, avoir une vraie formation déontologique, un média training, mais axé déontologie. Expliquer aux confrères ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et malheureusement, pour l'instant, ils ne le savent pas. Souvent, les dérives, c'est lié à une méconnaissance de ce qui peut être fait. Il faut vraiment mettre le paquet sur la déontologie et expliquer ce qui peut être dit ou pas, mais sans toutefois l'interdire. Il y a un juste équilibre à avoir. Passer les actions de prévention, vous parlez de fermeté. Pour vous, quelles seraient des sanctions que vous trouveriez adéquates en réponse à ce type de comportement? Mettons, première échéance. Première, pris la main dans le sac. Première, je ne sais pas quel est le bon mot, interpellation n'est probablement pas le bon mot, mais en tout cas, première fois que l'ordre se saisit d'une problématique par rapport à un confrère en particulier. Est-ce que c'est une admonestation paternelle? Est-ce que c'est autre chose? Comment est-ce que, dans cet entre guillemets arsenal de dispositifs de sanctions que vous connaissez bien puisque vous en avez vu l'application, qu'est-ce que vous voyez comme pertinence? On a tout un tas d'outils à notre disposition. Je les connais bien parce que j'ai été secrétaire de diverses commissions de déontologie à la pub ou au respect du contradictoire, par exemple. J'ai été instructeur dans le cadre du disciplinaire, parce que dans le disciplinaire à Paris, on a une phase d'instruction du dossier et ensuite une phase de jugement. Et j'ai aussi été dans les formations de jugement. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire du début de la chaîne jusqu'à la fin. Si on est saisi par un confrère ou par un justiciable du mauvais comportement d'un confrère, ça va d'abord passer en déontologie. On va rendre un avis déontologique en disant au confrère qu'est-ce qui ne va pas dans son comportement, comment il peut l'améliorer. Et ça va être un genre d'avertissement. Voilà, vous êtes pas bien comporté, vous n'avez pas respecté nos principes. Faites attention, cette fois-ci, on n'ouvre pas en disciplinaire, mais ça pourrait arriver si vous réitérez ce comportement. Et puis après, si le comportement se réitère, une fois, 2 fois, 3 fois, on peut le dire, on peut considérer qu'on peut le dire, rappeler les principes 2 fois, mais qu'à la 3e fois, ce sera une ouverture disciplinaire avec une phase d'instruction, une phase de jugement. Et après, en phase de jugement, on a le choix des sanctions. Ça va de l'admonestation paternelle à la radiation. Entre deux, il y a la suspension. Enfin, il y a avec sursis, pas de sursis. Il y a tout un tas d'échelles de sanctions qu'on peut appliquer en fonction de la gravité du manquement. Moi, j'ai vu souvent des confrères passer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois en déontologie sur des mauvais comportements qu'ils avaient, mais pas forcément en public, mais à l'égard de confrères dans le contradictoire, avec des abus de lettres officielles. C'est ces comportements qui pourrissent le quotidien d'une minorité, parce que c'est pas la majorité des confrères sont plutôt respectueux de nos principes, mais une minorité qu'on retrouve tout le temps et qui pourrissent l'exercice quotidien d'une majorité vertueuse. C'est à ça qu'il faut mettre le holà, mais pas leur dire 15 fois vous avez mal agi, mais rien faire derrière. Parce que le manquement va être trop petit. On radie. Non, il ne faut pas forcément aller jusqu'à la radiation, mais déjà le fait qu'il y ait une ouverture de procédure disciplinaire, en général, ça permet aux confrères de prendre conscience qu'il ne peut pas agir en toute impunité. Mais si on les voit régulièrement pour des faits similaires revenir en disciplinaire, ça veut dire que finalement, le disciplinaire devient une formalité aussi, parmi d'autres. Quand on revient en disciplinaire, si on a su un sursis pour le même fait, on a un risque quand même voilà. C'est comme pour tout, c'est comme au pénal. Bon, ferme, mais quand même tolérant. Accompagnant. Ferme, mais quand même souple. Sur ce sujet de la communication, sur le point très précis, vous avez évoqué le sujet de l'usage de la notion d'expertise pour les gens qui n'ont pas la mention de spécialisation. Qu'est-ce que vous pensez des avis du fait de mettre sur les sites internet des avis Google ou autres logiciels tiers par lesquels des avocats peuvent recueillir des témoignages clients et de le mettre sur le site internet? Pour moi, du moment que ça ne trahit pas le secret professionnel, ça ne me pose pas réellement de difficulté. Après, c'est la question de quelle est la pertinence d'un avis qui est anonyme sur un site internet. Il faut
il faut réfléchir à ça. De toute façon, les avis sont déjà en ligne. On ne les a pas sur le site internet, mais les avis Google, les clients ne se privent pas de mettre des avis sur Google Ou LinkedIn, ou LinkedIn. ou Trustpilot, Voilà. enfin bref. Dès lors que c'est spontané, que le client fait spontanément ce commentaire-là, renvoyer du site internet sur la page LinkedIn, pas nécessairement mettre sur le site internet des commentaires directement de clients, mais renvoyer à ces outils LinkedIn, Google, où les avis sont déjà présents et les faire apparaître sur le site internet. Dès lors que c'est déjà public, ça me choque pas. Ok, donc pas les importer sur le site, Mm. mais faire un lien facile entre le site et l'accès à ces... en termes de copywriting, ça reste moins percutant, on va dire, que si on mettait directement les avis dans le site. Mais... On peut l'envisager, on peut y réfléchir. Moi, je n'y suis pas strictement opposée, mais il faut pouvoir le faire dans le respect de nos règles. Si c'est juste une question d'interprétation, ça peut être assoupli. Non, parce qu'après, c'est vrai que pour le coup, moi, je comprends qu'il puisse y avoir une forme de vérification de l'ordre du fait que ce n'est pas des témoignages qu'on a achetés Ouais. à des plateformes en Indonésie. Oui, mais ça peut je veux dire, je le comprends tout à fait qu'effectivement, à la fois la récolte de ces témoignages et la manière de récolter les témoignages et en plus de ça, qui a laissé les témoignages soit d'une certaine façon contrôlé pour s'assurer que c'est effectivement que ça répond à une forme de délicatesse et que ça émane d'un acte spontané du client. Ça me semble pour le coup plutôt cadré, quoi. Oui, bon, on peut envisager cette étape-là, c'est-à-dire que dire que sur le site internet vous avez des avis clients, mais il faudra pouvoir justifier du fait que qu'ils sont bien spontanés et que ce sont bien des clients qui vous ont laissé des avis. Et que vous leur avez pas mis un flingue sur la tempe. Laisse parler les positifs. Si on revient encore, je zigzague, mais si on revient encore sur la fameuse commission d'exercice en collaboration, vous, quelles sont les problématiques que vous voyez le plus fréquemment revenir dans cette commission ? Ouf. Si on va dire, il y a 3 sujets qui sont très récurrents et où vous voyez des crispations récurrentes de votre expérience dans cette commission. Ce que j'ai vu le plus, c'est des crispations au moment de la maternité, réellement. Des consoeurs dont on a rompu le contrat de collaboration tout de suite après le délai de protection au retour de maternité ou carrément de difficultés pendant le congé maternité. Alors, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est pas tellement dans les gros cabinets que ça pose difficulté. Et ça se comprend parce qu'il y a une faculté d'absorber les congés maternité de manière plus facile, mais dans des petits cabinets, et contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas tellement les hommes qui sont les plus durs avec les femmes enceintes, ce sont surtout les femmes, parce que certainement, moi j'en ai bavé quand j'étais plus jeune, moi j'ai tout géré, moi j'ai pris un tout petit congé maternité, moi je travaillais pendant mon congé maternité, donc je vois pas pourquoi j'envoyais des mails depuis mon lit à la maternité. Pourrait pas faire pareil. Et on est quand même on est une génération dont je fais partie, qui avons la volonté d'être impliqués dans l'éducation de nos enfants, de ne pas tout sacrifier sur l'autel d'une grande réussite d'une carrière. Moi, j'ai à cœur de voir grandir ma fille et de participer à son éducation. Et ça crispe un peu. On est un peu encore entre ces deux générations, celle qui considère que c'est normal d'en baver et celle qui considère qu'on a quand même le droit d'être présent pour nos enfants et de profiter de nos congés maternité. Et donc oui, c'est un sujet que j'ai vu souvent, ou pendant le congé maternité, ou au retour avec une rupture de collaboration, et où j'ai entendu des collaborantes me dire vous comprenez, elle peut quand même répondre à un mail pendant qu'elle est en congé maternité, ça va pas la tuer. Voilà. Et c'est mal accompagné. Je pense qu'il faut accompagner les cabinets dans la maternité. Avec Pierre et Vanessa, l'actuel bâtonnier et vice-bâtonnière, sont en train de le faire avec
avec une cellule de confrères qui vont aider pour les renvois, etc., de consoeurs enceintes pour les accompagner. Il y a ces choses-là qu'on peut faire, essayer de trouver aussi des solutions de remplacement des collaborateurs des collaboratrices pendant leur congé maternité. Il faut accompagner si on veut éviter les crispations, mais ça demande aussi pas mal de pédagogie, de faire changer les mentalités. Après, c'est vrai que, je dis surtout pas ça pour dédouaner les cabinets en question, mais il faut reconnaître que par le mécanisme de la collaboration libérale, le congé maternité n'étant pas entièrement pris en charge par la sécurité sociale et reposant sur de la prévoyance organisée par la profession, les cabinets ont un reliquat de prise en charge avec une perte sèche qui font que non seulement il y a encore une partie de rémunération qu'ils doivent maintenir, et qu'en plus, s'ils veulent se staffer pour pouvoir compenser en termes de capacité de traitement des dossiers par de la collaboration temporaire, de la sous-traitance, de la co-traitance, etc., on va dire que ça leur double les frais. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un sujet sur lequel c'est possible de faire bouger les choses ? C'est un vrai sujet. Un petit cabinet qui doit assumer le maintien de la rétrocession de sa collaboratrice et en plus recruter pour faire le travail à sa place, pour beaucoup de cabinets, c'est absolument... c'est hyper déstabilisant financièrement parlant. C'est impossible. Et puis oui, ça peut déstabiliser un cabinet. Et je comprends les crispations qui en découlent. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet sur notre contrat de prévoyance. Mais c'est pour la maternité comme pour la maladie. On est très mal indemnisé, très, très mal indemnisé. Moi, je veux vraiment qu'on renégocie ce contrat de prévoyance. Peut-être même qu'on l'envisage à une échelle nationale pour avoir quelque chose de plus intéressant. Voilà, un meilleur pouvoir de négociation. Mais il y a vraiment quelque chose à faire sur ce contrat de prévoyance pour qu'on soit mieux indemnisé. Alors, j'ai des concurrents dans la campagne qui proposent l'avance des indemnités de prévoyance et de CPM plutôt que ce soit remboursé par la collaboratrice à la fin de son congé maternité. C'est une mesure avec laquelle je suis complètement d'accord. Je l'ai suggéré dans 3 campagnes au bâtonnat auxquelles j'ai participé avant. Donc évidemment, j'adhère complètement. L'Ordre a les moyens de le faire et puis c'est une opération blanche pour l'Ordre. Mais il reste quand même le problème de ce reliquat. Et tant qu'on ne renégociera pas un contrat de prévoyance plus avantageux, ça perdurera et on n'aura pas de solution. C'est pas l'Ordre ne peut pas payer ce maintien de rétrocession. C'est vraiment sur le contrat de prévoyance qu'il va falloir agir. Bon, après, on rappelle au cabinet que aussi la collaboration salariée existe et pour le coup, le problème disparaît soudainement puisque la sécurité sociale classique, elle, prend en charge de façon intégrale les congés maternité. Vous parlez également des mesures en cas de harcèlement. Je pense harcèlement et discrimination, j'imagine. Souvent, ça va un petit peu dans le même sac. Avec l'anonymat des poursuites, la mise en place d'enquêtes internes par des tiers indépendants payés par l'Ordre. Fermeté des poursuites, ça on en a un petit peu parlé, et appel systématique des décisions insuffisantes. Je crois que la mise en place d'enquêtes internes par des tiers indépendants payés par l'Ordre, ça faisait partie des sujets de campagne de Vanessa et Pierre, si je ne me souviens pas, ou si c'était pas eux, c'était quelqu'un d'autre, je ne sais plus. Je me souviens pas que Pierre et Vanessa aient eu ça dans leur programme. Non, mais peut-être. J'émets une réserve sur ce que je viens de dire. J'ai pas révisé. J'ai fait leur campagne, mais je me souviens plus forcément de toutes leurs mesures. Mais nous, c'est quelque chose qu'on veut depuis longtemps. C'est un sujet. À date, ça n'a pas été mis en place. Ça n'a pas été mis en place. Il y a la Comadis qui recueille déjà les signalements, mais cette phase d'enquête est vraiment par des enquêteurs indépendants et payés par l'Ordre, c'est à notre sens primordial. Alors enquêteur indépendant, ça ne veut pas dire un non-avocat, parce qu'il y a des avocats qui sont formés aux enquêtes, et on ne va pas commencer à aller promouvoir l'activité de non-avocats sur des générons du chiffre d'affaires dans notre propre profession. Exactement, mais qui soient indépendants, qui ne soient pas des salariés de l'Ordre. Il faut mettre un terme à cette image d'entre-soi, parce que si les collaborateurs ou collaboratrices, ou même des associés qui sont victimes de harcèlement, n'osent pas saisir l'Ordre, n'ont pas envie de le faire, c'est qu'ils ont le sentiment qu'il y a un entre-soi, que de toute façon rien ne sera fait,
que leur parole ne sera pas entendue ou qu'elle sera étouffée. C'est pour ça qu'on a vraiment à cœur que ce soit fait comme dans une entreprise, par un tiers indépendant et payé par l'ordre et pas par le cabinet, pour justement qu'il y ait vraiment cette neutralité absolue pour libérer la parole des collaborateurs, des collaboratrices et aussi des associés qui peuvent être témoins de mauvais comportements, mais qui n'en parleront pas devant un enquêteur payé par leur cabinet. Ça nous semble vraiment primordial pour libérer la parole dans les cabinets. Alors après, ça n'a pas nécessairement une visée de sanction, parce que je ne veux pas qu'on nous prenne non plus pour du tout répressif. L'idée, c'est que quand c'est du harcèlement, évidemment, ça va donner lieu derrière à une poursuite disciplinaire, mais quelquefois, il y a simplement des mauvais comportements dans les cabinets qui font qu'il y a une mauvaise ambiance, un sentiment de mal-être dans les cabinets, mais qui n'est pas forcément du harcèlement. Et la mise en place de ces enquêtes, ça permet aussi de cibler quels sont les mauvais comportements et de proposer derrière une formation ciblée sur comment faire pour arrêter ces mauvais comportements. On en avait discuté avec une ancienne consoeur qui est coach et qui fait des enquêtes internes, qui est vraiment spécialisée sur les questions de discrimination, de harcèlement, et qui nous disait être intervenue dans une société avec un homme qui avait des propos un peu graveleux, et puis qui ne voyait pas le problème, il ne comprenait pas, et quand elle a fait son enquête, vraiment, il ne voyait pas quel était le problème. Et donc après, elle a simplement fait une formation sur les propos qui sont acceptables ou pas en entreprise, et est-ce que maintenant il tient encore des propos graveleux? Il paraît que non, mais je peux pas le vérifier. Mais voilà, ça permet aussi des actions en amont pour éviter d'arriver à des situations dramatiques de harcèlement. Non, mais déjà, c'est sûr que, je veux dire, j'imagine que le simple fait qu'une enquête soit diligentée, je pense que ça fait frissonner un petit peu tout le monde, quoi. En tout cas, disons que ça pose quand même un cadre dans certaines pratiques et quand même ça mène pas à des sanctions. Le simple fait qu'il y ait des mots posés sur des décalages par rapport à une norme sociétale aujourd'hui de ce qui est acceptable dans le monde du travail, on va dire, et entre confrères, c'est un avancement. Comment est-ce que vous voyez les choses justement sur ces fameux tiers indépendants payés par l'ordre? Parce qu'aujourd'hui, en réalité, ce que je comprends, c'est que les enquêtes déontologiques sont souvent menées par un binôme d'avocats qui sont souvent des anciens membres du Conseil de l'ordre, qui sont rémunérés, je pense que c'est un grand mot, mais en tout cas, on va dire indemnisés. Pas du tout. Alors, pour en avoir discuté avec une ancienne membre du Conseil de l'ordre, elle m'a quand même dit qu'il y avait une forme d'indemnisation, qu'il y avait une indemnisation financière. C'est juste que c'est tellement ersatz que c'est... je veux dire, on parle d'indemnisation, on parle pas de rémunération, quoi. Et j'avais eu une discussion hyper intéressante avec elle où elle m'expliquait, en fait, c'est tout le problème, c'est qu'on peut pas se retrouver avec des cabinets dont le chiffre d'affaires est globalement essentiellement composé d'un gros client qui serait l'ordre, parce que, à nouveau, ça pose des problématiques d'indépendance, etc., etc. Mais en même temps, il faut que les confrères qui fassent ce travail, parce que c'est des enquêtes qui, pour être réalisées de façon qualitative, prennent du temps. Il faut pouvoir parler avec de nombreux témoins, aller vraiment recueillir la parole de nombreuses personnes. En fonction de la taille des cabinets, c'est des audits qui peuvent être importants. Et il n'y a aussi aucune raison qu'un cabinet fasse du pro bono sur ce type d'activité aussi impactante sur une activité. Et donc, vous, comment est-ce que vous verriez les choses sur... est-ce que ça fonctionnerait par un appel d'offres avec un panel de cabinets d'avocats identifiés qui pratiquent des enquêtes internes et qui pourraient être sollicités? Est-ce qu'il y aurait un nombre de dossiers maximum qui pourraient être attribués par an pour forcer... Voilà, comment est-ce que vous envisagez, d'un point de vue extrêmement concret, et aussi en termes de moyens financiers derrière, comment vous voyez les choses, quoi? Quel est l'impact financier de ce genre de mesures? Alors, évidemment, tout passera par un appel d'offres, et l'idée, c'est d'avoir plusieurs partenaires qui soient susceptibles d'être mobilisés pour effectuer ces enquêtes internes. On proposera évidemment un tarif pour les enquêtes, mais qui soit à la hauteur du travail effectué, pour que ce soit fait évidemment sérieusement. Et on a aujourd'hui les moyens à l'ordre, heureusement. Vous savez que là, c'est un grand sujet. Mais en fait, on n'en parle jamais. On ne parle jamais de l'argent de l'ordre et on ne parle jamais de ce qu'il y a dans les caisses. Et c'est à la fois...
enfin, je trouve que c'est des sujets qui sont très peu abordés Ouais. finalement. Quels sont les moyens disponibles? Si demain, vous dites, ben, c'est une mesure dont on évalue, l'impact financier à, 1 000 000 par an, Mmh. en fait, est-ce que c'est 1 000 000 qu'il faut aller dépouiller sur un autre budget de l'ordre? Est-ce que c'est en réalité de l'argent qui est là, qui est généré par les intérêts de la CARPA et personne n'ose y toucher parce que Mmh. l'ordre se comporte comme un écureuil avec ses noisettes? Mmh. Enfin, finalement, je pense que 98% des avocats du barreau, en tout cas tous ceux qui n'ont pas vu les arcanes de l'ordre, qui n'ont pas eu accès à des sujets de finances de l'ordre, etc., ils n'ont aucune idée de réellement quels sont les moyens. D'où, je pense, hein, finalement, les remarques indirectes, au lieu de payer les petits fours, il ferait mieux d'eux. Mmh. Et du coup, est-ce que c'est les petits fours ou les enquêtes internes? Ou Mmh. finalement, est-ce que peut y avoir les petits fours et les Les 2. enquêtes internes, et sans augmenter les cotisations de tout le monde? Enfin, vous Ouais. voyez ce que je veux dire? Ouais, Comment est-ce il y que... a pas besoin d'augmenter les cotisations. C'est un sujet, alors je pensais que c'était plus connu que ça, parce que j'ai un concurrent qui parle beaucoup des 70 millions de la CARPA. On a de la chance avec la remontée des taux, effectivement, la CARPA a généré des intérêts de manière très importante. Et actuellement, 70 millions qui sont disponibles, et puis avec des placements à moyen et à long terme qui nous permettent d'espérer encore des sommes importantes à venir. Donc, on a les moyens de diligenter ces enquêtes et pour autant de continuer à organiser des réceptions qui sont des moments de convivialité qui sont importants pour le barreau aussi. Hein. C'est pas que de l'entre-soi, ça permet aux confrères de se rencontrer. J'étais pas du tout en Oui, train non, je sais bien. de... C'était pas du tout ce que je Je voulais... sais bien, mais je le précise parce que j'ai certainement de vos auditeurs des gens qui se disent l'ordre sert qu'à organiser des petites réunions entre eux. C'est pas le cas, c'est vraiment pour que les confrères se rencontrent. Sur le chiffrage des enquêtes internes, c'est impossible de vous dire aujourd'hui quel sera le budget de ces enquêtes internes. J'aimerais bien, mais ce serait complètement démago de vous donner un montant, puisque... Vous avez une idée du nombre de signalements aujourd'hui par, je sais pas moi, par an ou par mois? on n'a pas le rapport de la Comadis, mais quelques-uns par mois, mais pas énormément. Je dirais même, je sais même pas s'il y en a quelques-uns par mois. À mon avis, il y en a une dizaine par an, mais je peux pas vous dire. On n'a pas de chiffre. Enfin, moi, j'ai pas. Et On si m'a on pas prend plus communiqué de large que chiffres la Comadis, si précis. on prend, on va dire, signalement en général sur, dans ce cabinet ou dans cette équipe, il y a des trucs qui vont pas, sans forcément poser le mot harcèlement ou discrimination, mais en tout cas, il y a des comportements anormaux, il y a un turnover anormal. Qu'est-ce que... Il n'y a pas vraiment de signalement à proprement parler là-dessus. Il y a ou des saisines de l'ordre sur des difficultés d'exercice en collaboration, ou des saisines de la Comadis. Et après, ça pointe un autre sujet, c'est que il y a des collaborateurs ou avocats ou associés, etc., qui vont pas signaler parce qu'ils vont se dire, si je mets le doigt dans la Comadis, on rentre dans quelque chose de très lourd sur du harcèlement, de la discrimination. Ils vont pas forcément oser parler simplement de mauvais comportements. Je pense que ou changer le nom de la Comadis, ou en tout cas son fonctionnement, mais faire de la pédagogie pour expliquer que c'est pas forcément derrière des sanctions disciplinaires et qu'au contraire, ça peut être une cellule d'accompagnement des cabinets, comme ce que je vous disais tout à l'heure, que les confrères n'aient pas peur de dire, voilà, il y a un comportement qui est pas normal dans tel cabinet, sans que il ait l'impression que tout de suite on va taxer ça de dénonciation de harcèlement. C'est peut-être une phase pré-Comadis. Il faut voir comment on met ça en œuvre. Ça peut être une commission avant Comadis ou simplement revoir le fonctionnement de la Comadis de façon à ce qu'il puisse y avoir des signalements à ce sujet-là. Mais à part par la voie arbitrale ou disciplinaire ou Comadis, il n'y a pas de signalement à proprement parler. Ok, aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas de connaissance d'une forme de centralisation Non. des signaux faibles ou explicites, hein. Enfin, je veux dire, moi, j'avais par exemple clairement évoqué un sujet sur une avocate à un membre du Conseil de l'ordre qui m'avait globalement dit que globalement, sauf à ce que un collaborateur concerné saisisse, Mm. il ne pouvait rien se passer. Je considère que mon message était un signalement. Oui. Et bon, donc manifestement, il n'y a pas de sorte de boîte aux lettres de ce genre d'initiative C'est qui la pourrait... Comadis. Enfin, je veux dire, voilà, c'est la Comadis. Pour l'instant, c'est la Comadis. Et la Comadis, ça fait un peu peur aux confrères qui ont peur de l'emballement. Et ce serait limité aux confrères. Ouais. Ok.
donc je sais pas moi, le conjoint d'une consoeur qui n'oserait pas faire quelque chose, ne peut pas, enfin, s'il écrit à la Comadis pour dire je pense que vous devriez regarder d'un petit peu plus près ce qui se passe dans tel cabinet, ce ne sera pas considéré comme un signalement. Je sais pas, je suis pas certain que ce sera pas considéré comme un signalement. En tout cas, moi, je pense il faut que ça puisse être considéré comme un signalement pour accompagner et pour inciter, pour que la Comadis ou ses membres puissent appeler la consoeur concernée et la rassurer sur le fait que son signalement est anonyme et on va diligenter quelque chose derrière. Et donc, dans ce cas-là, mettons, moi, vous voyez, par exemple, j'ai, dans le cadre d'un recrutement, j'ai des collaborateurs qui m'ont contacté pour me dire il paraît que tu recrutes pour un tel. Je te donne 4 noms que tu peux contacter. On a toutes été concernées par des problématiques de discrimination à la maternité. Moi, je me suis entretenue avec effectivement chacune de ces personnes pour finalement ne pas travailler avec la cliente. Toutes ces personnes, je leur ai demandé si elles avaient saisi l'ordre. Aucune de ces personnes n'avait saisi l'ordre. Moi, par exemple, si j'ai connaissance de ce genre de choses, qu'est-ce que je peux faire ? Si les signalements sont libres à la Comadis, si on considère que des tiers peuvent aussi saisir la Comadis, vous pourriez parfaitement le faire. Et dans ces cas-là, est-ce qu'il y a une diligence d'enquête systématique? Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait d'autres signaux faibles? Comment ça se passe? Dans votre idée, hein, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous concevez les choses. J'imagine que c'est des choses auxquelles vous avez un petit peu pensé. Donc, si on rentre dans des choses plus concrètes, en fait, parce que c'est ça qui intéresse nos auditeurs, c'est de façon très concrète. Vous, demain, entre guillemets, vous êtes élu bâtonnière. Quelle est votre doctrine? Dans mon idée, c'est qu'il faut quand même qu'on ait des signaux crédibles de harcèlement ou de discrimination. Mais là, vous me parlez de 4 collaboratrices qui ont été discriminées en raison de leur maternité. C'est des signaux suffisamment importants pour diligenter une enquête. Après, le signal, c'est moi. Enfin, je veux dire, d'une certaine façon, vous n'avez dans un premier temps que ma parole, puisque moi, j'enregistre pas mes échanges avec ces personnes, je fais pas des comptes rendus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Non, mais il y aura une phase préalable avant l'enquête de prise de contact avec les collaboratrices concernées. Okay. J'ai un dernier sujet qui me tient à cœur parce que moi, personnellement, dans mon activité parce que je trouve que c'est essentiel dans des relations de travail et des relations contractuelles, et 2, parce que dans mon activité de recrutement au quotidien, j'observe qu'il y a un flou autour de ces sujets-là, et je pense que c'est un vrai sujet managérial qui est sur votre interprétation d'une partie de l'article 1 du contrat de collaboration libérale. Sachant que le bâtonnier, on va dire, est autorité d'interprétation et d'arbitrage des différents. Et donc, je voulais vous le lire pour vous demander, vous, ce que vous en pensez. Et voilà, qu'on rentre dans le sujet de cet article. Je lis, CAB laissera à collaborateurs le temps nécessaire pour traiter ses dossiers personnels dans des conditions qui seront définies et arrêtées entre eux. Collaborateur consacrera le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés par cabinet, en veillant à toujours y apporter le même soin et la même conscience que pour ses dossiers personnels. Qu'est-ce que le temps nécessaire ? Qu'est-ce que le temps nécessaire ? C'est le temps nécessaire pour bien faire son travail. Moi, dans le cabinet que j'ai quitté, chez Vadis, moi, j'avais pas de collaborateurs, mais mes associés en avaient, puis des gens avec qui j'ai travaillé, qui ont été avant stagiaires, etc. Moi, je considère que si le travail est fait, le temps qui est passé n'est pas très important. C'est ma philosophie, ça a toujours été ma philosophie dans tout type de choses, même avec des employés de maison, etc. Du moment que le travail est fait, le temps que ça a pris, si ça a pris peu de temps, je considère que ça a la même valeur. Et le temps nécessaire, le principe de la collaboration libérale, c'est qu'il n'y a pas de temps de travail. Et donc, c'est bien ça le sujet. C'est bien ça le sujet. C'est-à-dire que moi, quand j'entends des collaborateurs ou des cabinets dire il faut qu'ils arrivent à 9h, il faut qu'ils partent pas, et pas qu'ils partent avant 19h, c'est une hérésie. Enfin, on est les collaborateurs sont des collaborateurs libéraux. Mais du coup, quelle est la métrique ? Quelle est la métrique ? Comment on objective la contribution du collaborateur, la contribution du collaborateur à un cabinet dans le cadre d'une collaboration libérale à temps plein ? C'est le travail qui est fourni. C'est-à-dire qu'on fournit, on va donner
donner au collaborateur tant de dossiers. On attend que le collaborateur travaille sur tel dossier et qu'il rende son travail en temps et en heure. On va dire, voilà, vous avez une semaine pour me traiter tel dossier, faire des conclusions là-dessus, aller faire une audience. Le seul temps qu'on peut imposer à un collaborateur, c'est finalement l'audience à laquelle on va lui demander d'être présent. Mais sur le temps de travail, moi, je considère que c'est le traitement du dossier. Voilà. Donc, Voilà. si... C'est plus sur un volume de travail qu'un un volume horaire de travail pour moi. Bah, oui, mais à un moment, volume de travail il a quand même un minimum d'incidence sur le volume horaire. Enfin, je veux dire, On sait nous-mêmes combien de je temps sais on que- passe, combien de temps on va passer sur un dossier. Moi je sais, quand j'ai un dossier entre les mains, je sais que je vais y passer 10 heures, 20 heures, 15 heures, 5 heures. On se dit qu'un temps complet, c'est une semaine, on va travailler, le temps qu'on travaille à peu près nous, on va dire une cinquantaine d'heures, une soixantaine d'heures, 40 heures, suivant les avocats. Moi, je considère que je ne peux pas demander à un collaborateur, si j'en ai pas, que de travailler plus que moi. Donc, me dire, voilà, moi, dans une semaine, je fais à peu près telle durée de travail, peu importe mon organisation, à quelle heure je le fais. Je sais que je vais traiter tant de dossiers pendant ce temps-là, je vais demander la même chose à mon collaborateur en termes pour une collaboration à temps complet. Mais c'est effectivement Mais difficile donc, si à vous apprécier travaillez si on va pas. 70 heures par semaine, d'une certaine façon, vous rentrez X opérations en 70 heures de travail par Je ne semaine. vais pas en demander autant à mon collaborateur. Ben, je sais pas. Oui. En fait, moi, je vous lis littéralement ce Ouais. qui est écrit dans le contrat. Moi, je serais l'avocate. Moi, comme entrepreneuse, on m'a toujours dit il faut que les obligations respectives soient claires, précises, objectives et définies. Bon, là, je lis un article qui n'a rien de clair, précis et objectif. C'est-à-dire que le collaborateur doit avoir du temps nécessaire pour traiter ses dossiers personnels et il doit le temps nécessaire pour traiter les dossiers qui lui sont confiés. Pour moi, ça veut... globalement, absolument rien dire, en fait. C'est pas encadré, mais c'est toute la limite du caractère libéral de la collaboration. Si on mettait dans le contrat de collaboration, le collaborateur consacre 60 heures de travail par semaine au cabinet, ou 50 heures, ou 35 heures, etc., on perdrait le caractère libéral. Donc, le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut écrire dans le moi, ce qui m'intéresse, c'est votre point de vue sur le sujet, c'est-à-dire pour vous, un temps plein. Si demain vous êtes bâtonnière et que vous êtes amené à interpréter et à arbitrer un litige avec un cabinet qui globalement râle parce que le collaborateur n'a pas consacré le temps nécessaire au traitement des dossiers et que le collaborateur dit quel temps nécessaire, de quel temps on parle, et effectivement j'ai pas dédié le temps nécessaire parce que j'ai dû dédier du temps nécessaire au traitement de mes dossiers personnels comme j'y ai contractuellement le droit. En fait, finalement, comment on arbitre? Qu'est-ce que le temps nécessaire? Moi, je peux vous dire de mes discussions avec des collaborateurs, des cabinets, chaque jour. Mon travail, c'est du recrutement. Donc, globalement, je suis amenée à parler de rythme de travail avec mes clients. Et c'est des discussions que j'ai tout le temps. Hier, on était mercredi. Donc, c'était mardi, discussion avec un cabinet. On discute. Notre collaboratrice part parce qu'elle rejoint un cabinet où elle pourra plus développer sa clientèle personnelle. C'est vrai que nous, à notre époque, en fait, le développement, on le faisait le soir et les week-ends. Nous, globalement, les journées se terminent en moyenne vers 19h, 19h30. Mais c'est vrai que pendant la journée, y a du taf pour le cabinet. Je veux dire, moi, ces questions-là, c'est mon quotidien de mes échanges. Je trouve qu'il y a un vrai sujet d'interprétation, finalement. Qu'est-ce qu'on considère être un temps plein dans une collaboration libérale? Quel est le temps qu'un collaborateur peut légitimement dédier? En l'état, je suis collaboratrice libérale dans un cabinet. Je peux planter un cabinet en lui disant la semaine prochaine, je serai toute la semaine prochaine, je traiterai mes dossiers personnels parce qu'en fait, c'est le temps nécessaire dont j'ai besoin pour traiter mes dossiers personnels. En l'état, il n'y a rien qui protège le cabinet sur le fait que pendant toute une semaine, il va payer un collaborateur à temps plein, alors que ce collaborateur sera en train de travailler sur ses dossiers personnels. Vraiment, je vous dis ça de façon bilatérale, parce que... Donc moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est votre interprétation. Est-ce que c'est une histoire de se caler sur le rythme du collaborant pour qui on travaille? Est-ce qu'on estime quand même qu'il y a un temps raisonnable qui correspond au temps d'une collaboration libérale? Si oui, quel est-il? C'est vraiment, vous, votre interprétation et votre vision des choses qui m'intéressent sur ce sujet.
Après, ça dépend aussi des structures. Ça dépend aussi, voilà, il y a des grosses structures où les rétrocessions sont très importantes et on sait très bien qu'on achète du temps de travail du collaborateur, ce qui ne les empêche pas forcément d'ailleurs de développer à côté. Mais en pensant plutôt petite structure et articulation de tout ça, moi je pense que le temps de travail d'un collaborateur ne doit pas dépasser celui de son collaborant. Ça, c'est une certitude. Et dans ce temps de travail, il y a aussi le développement de la clientèle personnelle. Mais quand on est collaborateur, on développe sa clientèle personnelle. On a évidemment, ça ne doit pas être supérieur au temps de travail qu'on consacre au cabinet. C'est-à-dire qu'une semaine sur son temps sur ses dossiers personnels, c'est qu'on fait le constat qu'à un moment, il faut s'installer. Voilà, donc ça, c'est aux deux de faire le constat. Je ne vais pas vous donner un temps de travail. Ce serait complètement démago de vous dire un collaborateur, il ne doit pas travailler plus de 60 heures par semaine. Ça doit se faire en bonne intelligence. Mais moi, si le cas m'est présenté, je vais plutôt raisonner pas tellement en temps de travail, mais en volume de travail effectué. C'est-à-dire que si un cabinet donne tellement de travail à un collaborateur qu'il n'a absolument pas le temps de traiter ses dossiers personnels et qu'il est contraint de travailler de 8 heures à minuit tous les jours, effectivement, le développement de la clientèle sera un peu compliqué. Donc, il n'y aura pas cet équilibre entre travail pour le cabinet et développement de la clientèle personnelle. Mais après, il y a aussi des collaborateurs qui n'ont pas envie de développer leur clientèle personnelle. Je peux non, pas. mais vrai. J'ai pas de Ouais. solution miracle à apporter parce que c'est le caractère libéral de la collaboration qui fait qu'on ne peut pas l'encadrer Et vous, dans un temps de travail. vous trouvez ça satisfaisant comme rédaction contractuelle? Non. Et vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait évoluer? On peut y réfléchir, évidemment. On peut y réfléchir. Mais il faut c'est... j'ai pas une réponse précise à vous apporter. Je suis désolée, c'est peut-être un peu décevant. Non, mais c'est pas. Enfin, moi, je préfère que vous me disiez, je n'ai pas de réponse à cette question. Ouais. Je préfère ça, mais je trouve que c'est une question qu'il faut poser. C'est une question qu'il faut poser, c'est une question qui revient devant les commissions difficultés d'exercice en collaboration et à l'arbitrage. À quel moment on va considérer qu'un contrat est requalifiable, notamment parce qu'il y a des cabinets qui n'offrent pas du tout les moyens à leurs collaborateurs de développer leur clientèle personnelle, et ça, c'est un vrai sujet dont je parle depuis longtemps dans toutes les campagnes. Moi, je pense qu'il faut vraiment raisonner en volume de travail et en appréciant les exigences du cabinet vis-à-vis du collaborateur, pour voir si on est dans quelque chose de raisonnable. Mais tout ça, ça s'apprécie au cas par cas. Je ne suis pas certaine qu'on puisse avoir un cadre global qui conviendra à tout le monde. Vous dites que vous avez vu des situations de réflexion autour de requalification. Vous avez vu des requalifications? Moi, j'en avais demandé une quand j'étais SOS collaborateur pour une collaboratrice dont la patronne avait des locaux. Il y avait son bureau à elle, le bureau des collaboratrices et une micro-entrée qui devait faire 2 mètres carrés. Et où la collaboratrice me disait qu'elle avait interdiction de développer de la clientèle personnelle. Et vraiment, c'était interdit. Et elle n'a pas la possibilité matérielle de recevoir des clients, puisqu'il y avait un bureau où elles étaient 2 collaboratrices dans un bureau, et puis l'autre, c'était le bureau de la collaborante. Et la collaborante avait dit, bien sûr, elles peuvent recevoir des clients pendant que je ne suis pas là, ce n'est pas un problème. Et je n'ai jamais interdit, regardez, parce que la collaboratrice avait réussi à facturer 1 000 € sur une consultation de quelqu'un qu'elle n'avait pas rencontré. On nous avait refusé la requalification du contrat de travail, alors qu'on avait quand même énormément d'éléments. Je pense qu'on doit faire aussi un peu notre examen de conscience là-dessus. C'est-à-dire qu'on a un contrat qui précise que le collaborant doit donner les moyens matériels au collaborateur de développer sa clientèle personnelle, et c'est ça qu'il faut examiner. Au-delà du temps, il y a aussi cette question de moyens et d'accompagnement. Donc, globalement, la présence d'une salle de réunion accessible aux collaborateurs... C'est évidemment un indice. Alors après, il y a d'autres... C'est vraiment... Il n'y a pas de règle générale, qu'un cadre très fixe qu'on va pouvoir appliquer en disant si ça, c'est pas respecté, c'est la requalification assurée. Tout s'apprécie au cas par cas. Tout s'apprécie par un faisceau de... Voilà. Mais bien sûr, mais comme dans n'importe quelle, comme dans n'importe quelle application d'une norme, la question, c'est quel faisceau d'indices et à un moment quand même d'avoir parce qu'à force de dire c'est au cas par cas, finalement, c'est aussi beaucoup se dédouaner de
de poser des doctrines et de poser d'une certaine forme d'harmonisation de pratique. Non, Moi, je trouve ça... il faut oui, pas à la avoir fois, je peur trouve ça... d'arbitrer. faut pas avoir Voilà. peur d'arbitrer, quoi. Enfin, je veux Ouais. dire, à un moment, faut pas avoir peur de définir des lignes d'appréciation dans un sens ou dans l'autre. Mais elles sont déjà dans le contrat de collaboration, hein, sur les moyens mis à la disposition Sur les moyens, je suis du d'accord. collaborateur. Sur la question du temps, qui est quand même globalement le sujet, enfin la ressource essentielle, universelle, et à laquelle nous sommes pour le coup, devant laquelle nous sommes pour le coup tous égaux, puisque les journées font 24 heures et les semaines 7 jours, et il n'y a que 12 mois dans l'année pour tout le monde, qu'on soit collaborateur et collaborant, sur la question du temps. Et comme je ne vois pas non plus d'objectivation d'un nombre de livrables, enfin, moi je fais le parallèle avec globalement quand on facture, soit on facture au forfait et on rend un livrable pour un montant d'argent qui est fixe, et qu'on réalise ce travail en 2 heures ou qu'on le réalise en 15, le montant est le même. Soit on facture du temps qui peut être capé, où peut y avoir un plancher ou tout ce qu'on veut, mais la métrique reste d'abord et avant tout le temps. Et l'idée, c'est d'utiliser ce temps pour un livrable, mais finalement, pour le coup... et là, en l'occurrence, on voit ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'on voit ni facturation de cette disponibilité du collaborateur au temps, mais on voit pas non plus de définition d'un volume de livrable et d'un volume de réalisation à faire pour le cabinet. Donc, on peut apprécier ça comme un contrat cadre, mais ça reste flou. Mais il faut encourager la fixation d'objectifs en termes de facturation, par exemple. Ça, c'est un bon moyen de limiter et d'apprécier si c'est raisonnable ou pas. Parce qu'en termes de facturation, si votre objectif est de facturer temps par mois, on sait quel temps à peu près ça... tel montant par mois, on sait à peu près quel temps ça représente, et est-ce que c'est raisonnable de demander ça à un collaborateur ou pas. Et c'est ça qu'il faut encourager dans les cabinets, fixer des objectifs, mais qui est aussi une question d'implication et de motivation des collaborateurs sur leur travail dans le cabinet. C'est ce qui se fait, du coup, on arrive à des objectifs de facturables. Et c'est ce qui se fait dans les cabinets d'affaires depuis toujours. C'est un nombre d'heures à facturer, vous vous organisez comme vous voulez, mais vous facturez tant d'heures par an, il y a des objectifs. Alors, gens qui ont tendance à considérer que ça ne va pas avec la collaboration libérale, mais dès lors que c'est un volume qui est réparti comme on veut et qu'on s'organise comme on veut, on garde le caractère libéral de la collaboration. Mais je vois, en termes de temps, on ne peut pas se dire qu'on va requalifier tous les contrats quand le collaborateur n'a pas le temps de développer sa clientèle personnelle, parce qu'il y a des cabinets dans lesquels, je pense aux gros cabinets d'affaires, où évidemment on compte pas, les collaborateurs comptent pas leurs heures, avec des collaborateurs qui n'ont pas la volonté de développer une clientèle personnelle, et c'est pas forcément... Je suis tout à fait d'accord. Ça, ou qui peuvent quand même le faire, mais donc qui vont travailler énormément, mais c'est pas pour autant qu'ils perdent le caractère libéral de leur collaboration, parce qu'ils ont la possibilité de développer une clientèle personnelle, et c'est même plutôt dans leur intérêt, puisque c'est comme ça qu'on a vocation à accéder à l'association dans le cabinet dans lequel on travaille. Non, mais moi, ce que je trouve intéressant avec cette pratique des objectifs, c'est que finalement, ça devient une forme de contractualisation du temps qu'on estime que le collaborateur doit mettre à disposition du cabinet. Et après, les calculs que les collaborateurs font, ils sont très simples. Globalement, ils prennent la rétrocession, ils divisent ça par le nombre d'heures facturables qui constituent leur objectif, et ils arrivent à un taux horaire, et globalement, je veux dire, finalement, on atterrit comme pour n'importe quel contrat de travail, c'est sans les protections derrière, mais... tout ça pour dire que d'une certaine façon, mais par contre, si on atterrit à un objectif annuel qui fait que globalement on est sur des semaines de 40 ou 50 heures, ou voire plus, personnellement je trouve que la question se pose. Est-ce qu'on considère que 50 heures c'est compatible avec un caractère libéral, ce qui contribue juste à dire très bien, mais ça veut dire que c'est les soirs et les week-ends, quoi. Tout est une question de... Mais... je trouve ça compliqué de s'affranchir quand même complètement de cette logique de temps. Merci en tout cas de vous être prêté à l'exercice de l'analyse de cette clause avec moi. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et dont vous souhaiteriez parler pour terminer cet échange ? Il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous souhaiteriez partager avec les auditeurs ? On a un peu tout balayé.
On n'a pas parlé de ma motivation pour aller C'est au vrai, conseil, pour me présenter au bâtonnat. c'est vrai. C'est quelque chose, c'est une chose à laquelle on pense depuis un moment avec Benoît. Et vraiment, ce qui nous a motivés, c'est le contexte actuel. Et se dire, nous, on est au milieu de nos exercices professionnels. Moi, j'ai 41 ans. J'ai encore toute une Une vie longue devant vous. carrière devant moi. Et une vraie volonté de faire bouger les choses, en tout cas de prendre un tournant moderne, que ce soit dans la profession, dans l'exercice, dans les modes d'exercice, dans la publicité, ça je voulais exposer. Donc voilà. Donc ce qui me meut aujourd'hui, c'est la volonté de faire des choses dont je vais aussi bénéficier, ce qui est un peu la garantie aussi que je mettrai en œuvre, ce que je propose. C'est vrai que vous avez dit que vous avez fait partie d'une certaine forme, d'une première génération à faire bouger les lignes quand vous étiez membre du Conseil de l'Ordre. Qu'est-ce que, selon vous, enfin, voilà, est-ce que vous pouvez peut-être partager un ou deux exemples de prise de position, de choses très concrètes que vous avez faites quand C'est vous ce étiez membre du Conseil de dont l'Ordre? C'est ce dont on a déjà parlé, dont on donc a déjà par parlé rapport au sur rapport le sur domicile, sur la la domiciliation. publicité. Mais voilà, le constat qu'on a fait, c'est qu'en étant membre du Conseil de l'Ordre, on ne pouvait pas non plus aller. Enfin, c'est Parce qu'il quand y a même un cette peu. fameuse doctrine et en fait, vous Voilà, devez un peu l'appliquer. limité. C'est le bâtonnier qui impulse quelque chose, et les membres du Conseil de l'Ordre appliquent derrière avec plus ou moins de marge de manœuvre. Et puis, bon, on peut insister pour faire bouger les choses, mais c'est quand même un peu, c'est la limite de l'exercice. Et en étant aux commandes, évidemment, on libère plus ou moins. En tout cas, Ok. on a plus de marge de Non, mais manœuvre. merci. Et personnellement, ça a été enfin, voilà, chouette de découvrir de façon concrète lors de votre premier travail au service des avocats en tant que membre de Conseil de l'Ordre, ces sujets donc, sur la publicité, euh, sur la domiciliation et puis aussi le gros travail de préparation que vous aviez fait sur ce contrat avec les crèches Mm. qui, je pense, retiendra l'oreille d'un certain nombre de nos confrères et consoeurs, évidemment. Donc voilà, merci encore pour cet échange, Merci à vous. Anne-Laure, et puis bon courage pour les quelques jours Dernier qui jour du vous marathon. restent de marathon, parce que c'est un énorme investissement que vous faites. Merci Merci. beaucoup.